Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La réponse du ministre des Finances aux préoccupations des députés de l'Assemblée populaire nationale au terme des séances de débat autour du PLF 2025 et des interventions des présidents des groupes parlementaires. L'actualité est aussi culturelle avec l'ouverture officielle cet après-midi de la 27e édition du Salon international du livre d'Alger avec le Qatar comme invité d'honneur. Le régime du Marzane viole les droits humains en commettant des violences contre les migrants africains allant jusqu'à les tabasser à la frontière. Et puis on ira à la fin de cette édition à Borj Baririj pour visiter Borj Semoura, une cité antique datant du Xe siècle qui renferme l'âme et le cachet des civilisations antiques. Bienvenue à tous. C'est donc aujourd'hui que doit répondre le ministre des Finances aux préoccupations des députés de l'Assemblée populaire nationale au terme des séances de débat autour du PLF 2025 et des interventions des présidents des groupes parlementaires. On rappelle que les membres de l'Assemblée populaire nationale ont mis en avant hier le niveau historique des dépenses prévues dans le projet de loi de finances 2025, consacrant l'attachement de l'État à son caractère social, notamment avec des mesures visant à poursuivre les subventions des prix en vue d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, la prise en charge des catégories vulnérables de la société, l'augmentation de l'allocation chômage et l'intensification des efforts pour créer davantage d'emplois. L'actualité est aussi culturelle avec l'ouverture officielle cet après-midi de la 27e édition du Salon international du livre d'Alger. Au Palais des Expositions Paix-Maritime, le salon accueillera le public à partir de demain. Alors pour plus de détails, nous avons à partir de la SAFEX Badia Armarni. Badia, bonjour. Le Premier ministre devrait présider l'ouverture officielle du salon, placé cette année sous le slogan « Lire pour triompher ». Un riche programme est prévu. À noter que le salon coïncide avec le 10e anniversaire de la glorieuse révolution de libération nationale. Badia, pouvez-vous nous en dire plus ? Bonjour Amina, effectivement la 27e édition du Salon international du livre d'Alger s'ouvre aujourd'hui à la SAFEX. Cet événement important tant attendu accueillera plus de 1000 maisons d'édition représentant 40 pays et des auteurs de renommée mondiale. Ils viendront de partout, de différents pays du monde. Un riche programme est tracé et englobe des conférences sur la glorieuse révolution de novembre, en plus de la résistance palestinienne, d'autres conférences sur la traduction, le roman, la littérature et la pensée intellectuelle dans leur dimension africaine et arabe sont également programmées, de même que sur le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Voilà ce que nous pouvons dire ce matin, Amina, sur cet événement important qui sera ouvert par le Premier ministre, qui est attendu d'un moment à l'autre. Merci à vous, Badia Armarni, pour tous ces détails. Invité d'honneur donc de cette édition, le Qatar prévoit des activités et rencontres avec des écrivains, chercheurs, créateurs et professionnels du secteur culturel, entre autres sur le roman qatari ainsi que l'expérience du prix Qatara de littérature, et ce pour renforcer ses liens avec l'Algérie. Yamina Saïch. Le 27e SILA, plus important événement littéraire et culturel en Algérie, est placé cette année sous le slogan « Nous lisons pour triompher », qui renvoie aux célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Thématique traitée par plusieurs éditeurs, écrivains, intellectuels et professionnels du secteur du livre, issus d'Algérie, d'Afrique, des pays arabes et d'Europe. 1007 maisons d'édition de 40 pays, avec l'État du Qatar en invité d'honneur, prennent part à cette 27e édition, en signe de solidarité avec le peuple palestinien, notamment à Gaza. Un espace est dédié à la Palestine, des activités culturelles et littéraires sont prévues, ainsi que des séminaires aux thématiques diverses, comme Algérie et Palestine, engagement permanent, génocide à Gaza, ou encore littérature et résistance en Palestine. Nous exprimons notre solidarité avec le peuple palestinien et n'oublions pas le génocide perpétré par l'occupant sioniste. Et à l'occasion du salon, des personnalités palestiniennes du monde littéraire sont invitées afin de mettre en lumière la lutte de ce peuple frère. Par ailleurs, un espace Afrique a également été mis en place. Plusieurs activités et séminaires seront organisés, notamment sur la littérature africaine, présence et conscience nouvelle, le rayonnement de la guerre de libération en Afrique,
Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, l'héritage arabe dans la littérature africaine et le patrimoine algérien à l'UNESCO. Plusieurs conférences-débats sur la guerre de libération seront organisées dans le grand amphithéâtre au pavillon central du Palais des Expositions, et ce jusqu'au 16 novembre prochain. Agriculture à présent, avec le début de la campagne labour-semaille à Adrar qui s'est imposé comme un pôle de l'agriculture saharienne. Le blé dur occupe notamment un espace important dans la wilaya et s'inscrit dans la politique nationale de soutien aux cultures stratégiques. Mohamed Amin Boutoubi et Raouf Hamouche. La campagne labour-semaille bat son plein à Adrar. Elle concerne une superficie globale de plus de 63 000 hectares avec pour enjeu cette année assurer le succès de cette saison, notamment dans la filière céréalière. Pour cela, tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés. Notre exploitation agricole s'étend sur une superficie de 2000 hectares, dont 1000 hectares sont exploités. 360 hectares sont irrigués par pivot, 120 hectares sont dédiés à l'agriculture intensive. Les services agricoles nous soutiennent avec la fourniture des équipements agricoles nécessaires, ainsi que les semences et les intrants. La coopérative des céréales et légumes secs de la wilaya a ouvert très tôt son guichet unique afin de permettre aux agriculteurs de s'approvisionner. La CCLS a mis à leur disposition près de 74 000 quintaux de semences et plus de 28 000 quintaux d'engrais de phosphate. Adrar est une wilaya à vocation agricole, réputée pour ses terres fertiles. Ici, les potentialités sont énormes, notamment en termes de céréaliculture. La région a pour objectif aujourd'hui d'assurer son autosuffisance et de contribuer aux efforts aspirant à réaliser la sécurité alimentaire au niveau national. La coopérative a mobilisé des quantités suffisantes de semences et d'engrais d'excellente qualité au profit des agriculteurs pour la réussite de cette campagne labour-semaille. Toutes les mesures nécessaires pour accompagner les promoteurs agricoles dans la région ont donc été prises dans l'électrification des périmètres agricoles, l'ouverture des pistes d'accès et la couverture en réseau de communication. Les agriculteurs d'Adrar sont déterminés cette année à relever le défi de la réalisation de la sécurité alimentaire. Et on revient un peu plus au nord, à environ 20 km du centre-ville de Chlef, où se trouve l'exploitation agricole de Abdelkader, un spécialiste de l'agriculture. Il a choisi de planter ses terres d'Orogrande et de Montréal, deux variantes de clémentines qui peuvent prendre 3 ans avant de donner des fruits. Le système goutte à goutte a beaucoup aidé cette production qui demande de grandes quantités d'eau. Voyez ce reportage du côté de la commune de Wetzli avec Mejdat Tahmoun. Avec plus de 262 000 hectares de terres arables, la wilaya de Chlef se positionne en tant que pôle agricole majeur. Un important foncier permettant le développement de nombreuses cultures, dont l'agrumiculture. À Wetzli, Abdelkader, agriculteur de son état, se consacre avec passion depuis les années 2000 à entretenir ses agrumes cultivés sur un terrain de 9 hectares pour en récolter les fruits. Cela fait 3 ans maintenant que j'ai planté mes agrumes. La première partie de 4,5 hectares est dédiée à la Montréal, qui est une clémentine de saison. La seconde partie de 5 hectares, nous y cultivons depuis 5 ans une excellente variété de clémentines précoces qui est l'Orogrande. La prochaine année, nous estimons pouvoir avoir une production de 100 quintaux l'hectare. Mais vous savez, le climat joue un rôle très important dans le rendement des agrumes ici à Chlef. Si la pluviométrie est bonne, nous avons de belles oranges juteuses. Dans le cas contraire, le rendement sera revu à la baisse. Cependant, pour en arriver là, Abdelkader a dû, pendant 2 longues années, redonner à cette terre sa vigueur, la travailler avec soin avant de pouvoir procéder à la plantation. À ses côtés, son fils Yassine de 32 ans perpétue le legs familial tout en apportant une vision moderne à l'exploitation. C'est mon père qui m'a appris toutes les bases de l'agriculture pour moderniser notre exploitation. Nous avons fait des formations et des études ensemble car nous avons compris que les anciennes méthodes ne fonctionnaient plus aujourd'hui. Il faut suivre les dernières technologies pour un rendement agricole meilleur. Aujourd'hui, j'ai pour mission de poursuivre ce que mon père et mes aïeux ont bâti. Je compte bien rester sur leur pas.
La wilaya de Chlef est connue pour ses fortes chaleurs et son climat sec, un défi climatique de taille qui augmente les besoins en eau, notamment pour l'agrumiculture qui en nécessite considérablement. Pour une exploitation optimale des 800 mètres cubes d'eau du bassin de l'exploitation, Abdelkader et Yassine ont opté pour le système goutte à goutte qui était la meilleure des solutions. Le goutte à goutte, système économiseur d'eau. On cherche à dynamiser toutes les irrigations d'exploitation, les anciennes exploitations. Elle a été rajeunée. La région, elle est purement agricole. S'étale sur une superficie à peu près de 1300-1400 hectares. On a la sécheresse qui sévit sur 3 ans. Le barrage ne peut pas satisfaire l'irrigation gâte à les champs. On essaie d'accompagner les agriculteurs pour l'acquisition des forages, pour l'irrigation. Par son travail et sa volonté de moderniser son exploitation, Abdelkader contribue au développement de l'économie locale tout en fournissant le marché national en agrumes d'excellente qualité. À l'étranger, le régime du Marzane viole les droits humains commettant des violences contre les migrants africains, allant jusqu'à les tabasser à la frontière. Les coups et blessures peuvent parfois conduire à la mort de ces migrants. Pour dissimuler ces actes ignobles, les autorités marocaines enterrent les corps. Yanis Aït Belkacem. Des mots proférés par des journalistes marocains sans glaçons. Ces émigrants déjà vulnérables sont traqués, refoulés et parfois entassés dans des espaces confinés où le gaz lacrymogène les asphyxie. Des hommes tabassés, des femmes démunies et des enfants effrayés. Et pourtant les autorités marocaines parlent de sécurité, de lutte contre l'immigration clandestine, mais où est la part d'humanité et le respect des engagements internationaux qui devraient protéger ces vies? Même la presse marocaine commence à dénoncer ces abus. Un média local évoque des opérations préméditées et affirme que des corps de migrants ont été dissimulés et enterrés sans autopsie et sans dignité. Tout cela dans le but d'effacer toute trace de ces violences et effacer toute preuve. Pour le gouvernement marocain, ces actions visent à sécuriser les frontières, mais les ONG rappellent qu'elles vont à l'encontre des conventions internationales sur les droits humains signées par le Maroc lui-même. Ces actions et récits tragiques qui se déroulent à la frontière marocaine continuent de s'accumuler, mettant en lumière une réalité bien éloignée des slogans de solidarité. En attendant une solution, ces migrants continuent de risquer leur vie sur un chemin semé de dangers, en quête d'une vie meilleure, mais souvent payée au prix de leur vie. En proie à une agression sioniste génocidaire depuis plus d'1 an, Gaza fait face à une augmentation des naissances prématurées et des décès maternels, s'alarmant l'ONU, jugeant la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne catastrophique. Près de 70% des infrastructures sont détruites, laissant la quasi-totalité de la population sans nourriture, sans eau potable, sans soins de santé et sans abri de base. Le point de la situation avec Yasmine Msoudi. Dans la bande de Gaza, les équipes de défense civile et les équipes de secours sont submergées par la situation apocalyptique qui y règne, manquant de ressources essentielles pour faire face à l'ampleur des destructions. Pour leur venir en aide, les Palestiniens creusent à main nue pour retrouver les corps des martyrs et les disparus sous les décombres. À Beit Lahia, après des heures de fouilles, cette fille a été sortie des décombres, encore en vie. Nous essayons de faire ce que nous pouvons avec nos mains, sans aucune ressource ni équipe médicale. Nous n'avons même pas de charrette pour transporter les corps des blessés à l'hôpital. Dans cette maison complètement détruite suite à un bombardement de l'entité sioniste, seules 4 personnes ont survécu, tandis que plus de 20 sont tombées en martyrs. Les voisins ont alors assumé la triste tâche de creuser des tombes communes pour les enterrer ensemble. 4 familles vivaient dans cette maison. Nous avons retrouvé que 4 personnes vivantes. Tous les membres de cette famille sont décédés. Dans les hôpitaux du centre de l'enclave, la douleur est insupportable après un nouveau massacre commis par l'armée d'occupation sioniste. Plusieurs frappes aériennes ont ciblé des tentes de réfugiés dans les camps de Nusayrat et de Deir el-Balah, où des dizaines de déplacés cherchaient refuge. Les morgues se sont rapidement remplies des corps de martyrs, laissant des familles entières dévastées par la perte de leurs proches.
En Cisjordanie occupée, les forces d'occupation sionistes ont mené une nouvelle incursion dans la ville de Jenin et son camp de réfugiés. Des unités de l'armée d'occupation appuyées par des bulldozers ont immédiatement entrepris de démolir routes et infrastructures vitales, provoquant des dégâts sans précédent. Au Liban, au moins 20 personnes sont tombées en martyrière dans une frappe sioniste visant un immeuble d'habitation au sud de Beyrouth, à l'heure où les bombardements sionistes ne connaissent pas de répit, notamment au sud et l'est du Liban, visé par l'aviation sioniste et l'artillerie. Le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a déclaré que les besoins humanitaires au Liban sont immenses et qu'un appel de fonds de 106 millions d'euros a été lancé pour soutenir environ 600 000 personnes touchées par le conflit au Liban. Le candidat républicain Donald Trump a revendiqué la victoire de la présidentielle américaine sans attendre le décompte final. Après avoir remporté plusieurs États décisifs, Donald Trump assure devenir le 47e président des États-Unis en remportant déjà 267 grands électeurs contre 224 pour la démocrate Kamala Harris. Il lui en faut 270 pour gagner. Officiellement, le candidat républicain a été donné vainqueur en Géorgie, en Caroline du Nord et surtout en Pennsylvanie. C'est le plus crucial des 7 États clés concernant les résultats des législatives qui se sont déroulés également mardi. Les républicains ont repris le contrôle du Sénat américain, jusqu'ici aux mains des démocrates, en gagnant une majorité d'au moins 51 sièges sur 100. La seconde chambre, celle des représentants, voit aussi les républicains en tête avec 181 sièges contre 151 pour les démocrates. Dernière halte de ce journal, Borj Bouhariri, pour visiter Borj Zemoura, une cité antique datant du Xe siècle. Elle renferme l'âme et le cachet des civilisations antiques. Aujourd'hui, un pôle historique et religieux témoin d'un tourisme prospère. Reportage Saïda Mayouf. Située à 30 km au nord-est de Borj Bouhariri, sur les hauteurs des Bibans, la commune de Borj Zemoura, culminant à 1200 mètres, est surnommée, à juste titre d'ailleurs, la ville de la montagne dominante. Construite à flanc de montagne autour d'une mosquée, la cité date du Xe siècle et reste debout, témoin probant d'une succession de civilisations antiques. Au détour d'une ruelle sinueuse, nous pénétrons une vieille maison laissée à l'état brut pour que la mémoire demeure et ne meure. Nous nous trouvons à présent dans le contrebas de la cité de Zemoura. Ici, c'est le plus vieux quartier appelé quartier Lima. On s'y déplaçait jadis à dos de baudet compte tenu de l'étroitesse des quartiers. Ce quartier englobe également l'ancien collège datant de la fin des années 30, outre nombreux sites et vestiges qui comptent l'histoire. L'histoire raconte que Borj Zemoura constituait à une époque lointaine une zone de passage, un véritable carrefour commercial florissant. Les Ottomans l'occupèrent après le passage des Romains. Elle est aujourd'hui un pôle touristique, historique et religieux incontournable. La commune de Zemoura est une véritable attraction touristique. Les civilisations romaines et ottomanes y ont laissé leurs empreintes. Et pour faire découvrir la beauté de la cité, je me suis lancée dans un projet d'une maison d'hôtes afin de pouvoir recevoir les touristes en quête de découverte et de dépaysement. La wilaya de Borj Bouhariri est, grâce à sa position stratégique en tant que lien entre le nord et l'est du pays, ainsi que les villes côtières et le sud du pays, se distingue par un tourisme aux multiples facettes, culturel, historique et surtout cultuel, compte tenu des nombreuses mosquées et zaouïas qui se trouvent dans la commune de Borj Zemoura. Avec ses ruelles étroites, ses allées en pierre, ses portes en bois, Zemoura gardera jamais le cachet et le vestige des civilisations qui s'y sont succédées. Elle demeure à présent une nature féerique et une architecture typique d'une cité unique rappelant les villages grecs d'autrefois.
Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.